Jacques Bérébi, bonjour. Bonjour, monsieur Robert Laffont. Bonjour Jacques. Bon, on se connaît, on va pas se voiler la face. Alors Jacques, vous êtes un très grand entrepreneur, vous faites partie de ces entrepreneurs qui vraiment sont partis de zéro et qui ont réussi dans des domaines extrêmement variés. Hein, vous, en ce qui, vous, téléperformance, BFM, les laboratoires santé. L'IMS et puis Nevomo aussi, le train à lévitation. Et là maintenant vous êtes bon, vous devriez être à la retraite, mais il n'y a jamais de retraite pour les entrepreneurs. Never. Never, ne jamais arrêter. Comme dirait l'autre, I am 82, I am still valid. J'ai 82 ans et je suis toujours aussi actif qu'avant. Et je crois que j'arrive encore aujourd'hui à 82 ans avant mes collaborateurs et que je pars très souvent après eux pour donner l'exemple. D'ailleurs, votre conseil, on en parlait tout à l'heure, il ne faut jamais arrêter parce que on devient, j'allais dire un légume, mais presque. Je dirais pas ça comme ça. Je dirais que le cerveau, l'intellect, est comme un muscle. Le jour où vous arrêtez de l'entraîner, il se ramollit. Et donc, il faut garder toujours une activité, une proactivité, une super activité pour être toujours en forme. Et aujourd'hui, à 82 ans, souvent, je me retrouve des gens qui ont 30, 40 ans et qui, honnêtement, me font pitié parce qu'ils sont ramollis. Tout part du psychisme. Tout part du psychisme. Ouais. Notre amie Sophie de Menton, vous connaissez bien, la présidente de l'ETIC. J'adore Sophie. Vous connaissez parfaitement, elle a travaillé avec vous. Hein. Oui, à l'époque de Téléperformance, elle avait une entreprise qu'elle avait créée et que j'ai reprise. Et j'ai repris non pas l'entreprise, mais en vérité elle, car c'était une entrepreneuse de grande qualité, de grande valeur, avec une intelligence sublime. Et la preuve que l'analyse que j'avais à l'époque est vraie, c'est qu'encore aujourd'hui, malgré le fait qu'elle ait 20 ans, toujours 20 ans, eh bien elle est toujours active, elle est toujours à l'avant-garde et elle démontre à quel point que quand on est proactif, on peut être aussi performant qu'elle peut l'être. Elle défend tous les entrepreneurs et elle m'avait dit, les entrepreneurs, ils tombent moins malades que les autres parce qu'ils n'ont pas le droit de tomber malade. Absolument. Bon, alors, Jacques Bérébi, bon, votre parcours plaide pour j'allais dire pour votre discours, parce que vraiment, quand on a Téléperformance, c'était quand même une très belle aventure. Vous êtes quand même un des fondateurs de ce qui est devenu le premier groupe mondial de marketing téléphonique quand même. Oui, j'ai créé, c'est pas marketing téléphonique, c'est centre de contact multimédia. Ouais. La grande valeur ajoutée que nous avons apportée à ce métier, c'est qu'on n'appelait pas les gens pour les importuner, mais que les gens nous appelaient pour résoudre leurs problèmes. Donc on a apporté à des entreprises de grande qualité, que ce soit Apple, Google, Microsoft et d'autres, on leur a apporté le moyen de mieux servir leurs clients et que quand ces clients avaient un problème, eh bien ils pouvaient appeler et voir leurs problèmes résolus. C'est ce qui a fait la différence avec les opérateurs de l'époque et ce qui a fait que cette entreprise est devenue le numéro 1 mondial, avec une présence dans plus de 60 pays aujourd'hui. Mais quand j'ai quitté la direction, elle était de 53 pays dans le monde et qui a aujourd'hui 500 000 emplois. Et qui 500 000 emplois. 500 000. Dont 10 000 en Tunisie. Dont 10 000 en Tunisie. Pays où je suis né et à qui j'ai apporté cette espérance dans le développement et de la création de richesses, à la demande de Charles Pasqua à l'époque, qui m'avait dit qu'il fallait aider à la Tunisie pour permettre aux Tunisiens de rester chez eux. Vous êtes fier de ça. Et j'ai trouvé ça que c'était très bien. Vous avez raison d'ailleurs, parce que ça prouve que la Tunisie a un potentiel de développement très important. Ils parlent très bien français, ils sont cultivés. Allez-y.
dû largement à quelque chose qu'aujourd'hui on ne reconnaît pas. Je ne voudrais pas dire la colonisation parce que la Tunisie n'était pas une colonie, était un protectorat. Mais la contribution de la France au développement de l'économie et de la formation et de l'intellectualisation de la Tunisie, la France a été et a eu un rôle considérable. Encore aujourd'hui, la faculté de médecine de Tunisie, qui est l'œuvre historique de la contribution française, est aujourd'hui un pourvoyeur de médecins pour les pays du Golfe. Parce qu'ils ont une formation extraordinaire et qui parlent l'arabe. Et donc c'est un moyen de prendre soin des gens en leur parlant leur langue. C'est le melting pot idéal qui est mon rêve, qui est que tous les peuples s'unissent, se réunissent pour être ensemble, pour le meilleur des peuples. Excellent. Témoignage, vraiment, vous connaissez bien ce pays, hein, puisque vous y êtes né, vous avez vos parents étaient installés là-bas, et vous êtes l'exemple type, finalement, du meilleur des deux cultures, du meilleur des deux mondes. D'ailleurs, on se connaît, hein, Jacques Bériby, depuis pas mal d'années. Oui. Et c'est vrai, ce qui me frappe, chaque fois que je vous revois, c'est cet humanisme, ce réseau que vous entretenez avec vous avez une fidélité en amitié qui est avec des tas de correspondants. À chaque fois, vous les appelez, vous les rappelez, vous les invitez à déjeuner. Est-ce que c'est pas une des clés finalement de votre parcours aussi, ça, ce réseau d'amitié que vous avez su générer? Je le dirais différemment. J'ai été dans une culture et élevé par des parents exigeants. Et parmi plein de formules qui étaient quasiment comme des baleines d'un col de chemise. Je prends un exemple. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Un exemple. Ouais. Eh bien, oui, j'aime des gens, je fréquente des gens, mais quand ils le méritent. Autrement, je les sors de ma vie. Ce qui fait que grâce à ça, j'ai autour de moi des gens bien. Ouais. Ouais. Et parce qu'ils sont bien, ils me font bien moi aussi. Ils me rendent bien. Parce que je copie ce qu'ils sont. Je les sélectionne et je les copie. Merci. Le deuxième élément, pourquoi j'ai beaucoup d'amis et pourquoi il y a des amis qui m'aiment, c'est une deuxième formule de mes parents. C'est, si tu veux être respecté, respecte d'abord les autres. C'est parce que je respecte les gens, c'est parce que j'honore les gens, que les gens reconnaissants ou peut-être flattés ou peut-être heureux d'avoir été traités comme ça, eh bien ils te le rendent. Et parce qu'ils te le rendent, tu le rends encore plus. Et tu as un cercle vertueux de l'excellence dans la relation humaine. Et je crois que ça, c'est un élément fondamental de ma vie. Et je vous jure, cher Robert Laffont, que hier soir, je dormais chez ma fille, à Croissy-sur-Seine, dans la banlieue parisienne. Et j'ai 2 petites filles. Ma fille a eu 2 filles. Et je vous jure que c'est vrai. Je n'invente rien. Je leur expliquais ça pour qu'elles l'appliquent dans leur propre vie. Elles ont quel âge? C'est une chaîne. Alors, une de mes petites filles, Amandine, a 21 ans. Elle est en 3e année de médecine. Et l'autre a 16 ans. Et elle vient de passer son bac français en ayant 19,5 sur 20. D'accord. Donc, en fait, cette culture humaine, en fait, cette diffusion d'une certaine approche humaine, c'est peut-être ce qui manque le plus, peut-être aujourd'hui. Il faut
Comment arriver à faire passer ça à la nouvelle génération qui parfois est disloquée, à des familles de divorcés, dans des univers un petit peu compliqués? Qu'est-ce que vous pouvez dire, vous qui êtes un homme à la fois expérimenté et en même temps extrêmement entreprenant? Oui, je pense que ce que je vous ai dit, c'est ce que m'ont transmis mes parents. Ouais. Mes parents m'ont transmis, c'était pas le couple idéal, c'était un couple qui avait des enfants. Aujourd'hui, on vit souvent des familles éclatées, parce que le père et la mère ne s'entendent plus, ils se séparent, etc., etc. Il n'en demeure pas moins vrai que la responsabilité de ceux qui ont donné la vie, c'est de perpétuer la vie et d'enseigner à ceux à qui on a donné la vie des règles de comportement dans la vie. Pardon d'avoir répété le mot vie plusieurs fois, parce que la vie, aujourd'hui, c'est des décennies et bientôt un siècle. 50% des gens vont vivre jusqu'à 100 ans. C'est bientôt des siècles. Et donc, la vocation fondamentale, la responsabilité fondamentale des parents, c'est de transmettre des valeurs à leurs enfants. Malheureusement, il y a une démission. Cette démission, elle est liée à une déliquescence de notre société. Et cette déliquescence, malheureusement, il y a deux manières d'y remédier. La première, c'est la culpabilisation. Quelquefois, ça marche. Mais d'autres fois, c'est la culpabilisation ou la punition économique. Eh bien, moi, je pense que quand des parents ne remplissent pas leur mission, eh bien, ils n'ont pas droit aux allocations familiales. Ils n'ont pas droit à l'allocation d'électricité ou d'aide au logement, etc. Vous n'êtes pas responsable, donc nous ne sommes pas responsables. Assumez-vous. Pour la sanction, ça n'est que ça qui permettra demain de faire en sorte que les parents prennent conscience de leurs responsabilités et que la récompense de cette prise de responsabilité, c'est l'aide des gouvernements. Alors là, on est sur le plan humain, éducatif. Vous tenez un discours courageux. Sur le plan économique, votre parcours d'entrepreneur, vous avez touché à beaucoup de secteurs. Vous n'avez pas toujours réussi d'ailleurs, parce que non, mais globalement, comme disait Georges Marchais, le résultat est globalement positif. Oui. Voilà. Mais c'est vrai que j'ai commis des réussites et des échecs. Vous avez connu quand même plus de réussites que d'échecs. Alors, ce qui me frappe quand même, on va parler de ce que vous faites aujourd'hui, mais si un jeune entrepreneur qui vient vous voir, qu'est-ce que vous regardez, qu'est-ce que vous analysez en premier? Et quels conseils vous pouvez lui donner? Alors, son ambition. Ouais. Moi, il y a des conseils. Il ne faut pas donner des conseils qu'à l'entrepreneur. Il faut donner des conseils aussi à ceux qui sont en charge de notre économie. Je vais parler de l'entrepreneur d'abord. C'est surtout de ne pas être égocentrique. C'est surtout de considérer qu'il a peut-être des vérités, mais que pour réussir, il a besoin de l'aide des autres. Et que tout ne repose pas sur lui. Il repose sur une conjugaison de facteurs qui, conjugués, amènent la réussite. L'équipe. L'équipe de celui qui apporte l'idée, de celui qui fait la réalisation de l'idée, de celui qui permet à l'idée de se réaliser, etc., etc. On revient à la notion de respect. Oui, absolument. Dont vous parliez tout à l'heure. Absolument. De respecter la contribution que peut apporter l'autre, qui est une condition essentielle à la réussite. C'est ça pour vous le facteur clé? Honnêtement, moi j'ai rencontré un homme qui s'appelait Lévi Lang, qui était le président de Banque de Paris et des Pays-Bas. André Lévi Lang. André Lévi Lang. Exact. Et cet homme, quand il m'a rencontré, il a cru en moi. Et quand je l'ai rencontré, j'ai cru en lui. Et si j'ai réussi le groupe Téléperformance, c'est grâce à lui et à personne d'autre.
parce qu'il a cru en moi. Il a été un modèle de motivation, de réunir autour de moi un certain nombre d'analystes financiers, de prescripteurs, d'investisseurs, etc., qui ont amené à faire en sorte que Téléperformance aujourd'hui vaut plusieurs milliards, même si celui que j'ai mis à ma place, Daniel Julien, en a détruit 75% de la valeur aujourd'hui. Mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. Et dites-moi, oui, c'est drôle parce que quand même, on parlait tout à l'heure, vous citez toujours des hommes qui on réussit pas tout seul. C'est-à-dire que vous avez été parrainé ou en tout cas entouré. Vous parliez tout à l'heure du patron de Félix Potin. Oui, André Menzopoulos. Vous aviez, je sais pas, 28 ans, il en avait 70 et vous alliez le voir, il vous racontait des choses. Oui. Et vous lui racontez. Et il voulait m'écouter, moi jeune, ouais. pour lui donner ma vision à moi de jeune. Ouais, et ce monsieur était un talent fabuleux parce que il disait pas j'ai toutes les sciences, il faut que j'écoute les autres et je fais de ma science une science plus performante. Les entrepreneurs doivent sortir un petit peu de leur isolement en fait. Il faut vraiment s'appuyer sur des compétences ou des amis ou des réseaux. Il faut parler quoi. Je dirais, pour prendre une image, s'appuyer sur des gens qui peuvent, grâce aux lampes qu'ils ont liées à leurs expériences, éclairer votre route. D'accord. Oui, parce que tout à l'heure, par exemple, on parlait au fil de la discussion, là, on a déjeuné ensemble au Fouquet's, très intéressant, et vous m'avez, à un moment donné, je vous parlais d'un groupe qui était à vendre, et vous m'avez dit, tiens, on va appeler telle personne, et puis vous m'avez dit, ah, finalement, non, on va pas l'appeler parce que j'ai pas tellement confiance en lui. Alors oui. Ça, c'est intéressant comme remarque. Oui, parce que l'expérience des relations humaines vous permet à un moment donné de sélectionner les gens sur lesquels vous pouvez fondamentalement vous appuyer. Ceux-là font partie de ce que j'appellerais le premier cercle. Et puis il y a les autres. Ça ne veut pas dire qu'ils sont éliminés, mais on a recours à eux quand fondamentalement il n'y a pas d'autre solution alternative. Et donc dans la question que vous me posiez, spontanément, j'ai pensé à monsieur PR, je ne vais pas dire le nom, et en réfléchissant, j'ai tout de suite pensé à monsieur JLP, qui est différent. Je l'ai appelé et spontanément, il a dit oui, je peux aider. Et tout, du coup, c'est parti. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. La confiance, c'est très important. La confiance, ouais. Si on n'a pas confiance, il vaut mieux pas faire une affaire. En fait. Il vaut mieux pas faire d'affaires. Il vaut mieux refuser une bonne affaire avec quelqu'un de pas fiable. Il vaut mieux rater une bonne affaire que d'en faire une mauvaise. Et il vaut mieux vivre malade que mourir guéri. Ça, c'est la formule. Je préfère vivre malade que de mourir guéri. Parce que je suis mort, je ne sers plus à rien. Ouais. Alors que vivre malade, je peux toujours me soigner et continuer à contribuer. Ça c'est un conseil pour un entrepreneur que vous connaissez là aussi. Oui. À qui vous conseillez de vendre une part, de se couper un bras pour pouvoir repartir plutôt que de tout risquer. Oui. Alors aujourd'hui, Jacques, vous êtes, c'est extraordinaire parce que vous continuez d'investir, d'entreprendre. Vous êtes sur une épopée là, avec le train à Nevomo. Avec Nevomo, le train à lévitation là, qui fait beaucoup parler de lui. Oui. Et alors vous, par rapport à Elon Musk qui est également sur ce créneau, vous utilisez les rails, il n'y a pas besoin de changer de rail. C'est ça la grande force. Oui, alors la grande différence entre Elon Musk et moi, ouais. C'est le fait que Elon Musk avait besoin d'acheter des terres, avait besoin de faire des tunnels pour faire transiter dans ces tunnels ces trains et générer la lévitation. Le système qu'on a mis au point entre une équipe d'ingénieurs de grande valeur et de grande qualité polonais et moi et mon fils Laurent Bérébi, ça a été de dire mais comment peut-on faire une lévitation sans avoir un tunnel? Et les ingénieurs polonais ont pu trouver le système grâce à un système d'aimants et de tabliers d'alimentation entre les rails
qui sont des tabliers électromagnétiques. D'accord. Et grâce à ça, aujourd'hui, nous sommes arrivés à créer la lévitation. Quel est l'avantage de la lévitation? Il est double. À cause du réchauffement climatique, à un moment donné, les rails étant chauds, quand les trains circulent sur les rails, ils les réchauffent. Et du coup, ils peuvent les faire frisoter. Et en les faisant frisoter, ils entraînent le déraillement des trains. Or, la lévitation permet d'éviter la friction. Et en évitant la friction, ça ne réchauffe pas. Oui. Et en évitant la friction, ça ne réduit pas la vitesse. Ce qui fait que les trains Nevomo, compte tenu de ce qu'ils sont, ce n'est pas le sujet de cette interview, mais ça permet à ce train de monter à 570 km à l'heure, c'est-à-dire de faire un Paris-Marseille en 1h30. Et ça, c'est quelque chose qui va pouvoir être mis en place quand, d'après vous? Alors, il y a 2 étapes. Ce train Nevomo, il a 2 grandes qualités. La première, c'est qu'il n'a pas besoin de locomotive pour pouvoir être tracté, puisqu'il est tracté grâce au tablier électromagnétique qui est entre les rails. La deuxième, c'est que les wagons ne sont pas très lourds. Un wagon normal pèse 70 tonnes alors qu'un wagon Nevomo pèse 30 tonnes. C'est-à-dire qu'un train Nevomo, c'est globalement 300 tonnes de 10 wagons, alors que 10 wagons normaux pèsent 850 tonnes. Vous imaginez l'économie d'énergie que ça entraîne pour faire bouger ce train. C'est énorme. D'autre part, à cause du manque de friction, on peut faire passer plus de trains sur les mêmes rails. On n'est pas obligé de laisser les rails refroidir avant de passer un autre train. Donc il y a plein de vertus extraordinaires. Vous êtes associé... Pour répondre à la question directe, je voulais expliquer ça c'est important, pour bien comprendre. C'est une innovation. Aujourd'hui, il est prévu d'avoir les trains de fret pour 2025. 2025. Et les trains humains, c'est-à-dire de passagers, pour 2028-29. Ah oui, donc c'est quand même très proche. Et le premier accord fondamental qui va être signé sera avec la SNCF pour le fret. Ouais. La date de signature est prévue pour le 20 septembre de cette année. Ah oui, donc ça veut dire qu'il y a une véritable accélération du phénomène. C'est une actualité. Alors, vous êtes associé avec un entrepreneur polonais. Oui, qui s'appelle Ben Paczek. Ben Paczek. Qui est le CEO opérationnel de l'affaire. Qui est le patron de l'affaire. Qui est le fondateur de l'affaire. Enfin, comment vous avez été Nous sommes 2 cofondateurs. 2 cofondateurs, et là vous prenez un risque important. Comment vous avez connu Ben Oh, par le plus grand des hasards, et assez risible, pour ne pas dire interpellant. Il se trouve que j'ai un chalet à Crans-Montana en Suisse. Personne n'est parfait, hein? Nobody's perfect. Et donc, un jour, je reçois un appel d'un ami qui s'appelle Jacques Van Den Abel, qui me dit, le maire, en Suisse, on ne les appelle pas des maires, on les appelle des présidents, mais disons un maire, pour bien comprendre, le maire de Crans-Montana voulait me voir. Ça se refuse pas. Et j'ai dit, mais écoutez, je suis en vacances, foutez-moi la paix, je voudrais me reposer un petit peu et tout ça. Jacques me dit, c'est quand même emmerdant pour toi. Si un jour tu as un problème, si tu as le maire contre toi, tu vas vivre peut-être pas des moments agréables. Moi, je serai à ta place, je rencontrerai le maire. Je dis, ok, je vais rencontrer le maire puisque c'est ton conseil, que tu es mon ami. Tu viens me chercher, tu m'emmènes, je fais la réunion avec le maire et après tu me ramènes chez moi à mon chalet. Il me dit, d'accord, il vient me chercher. On arrive et j'arrive là devant le conseil municipal avec le maire de Crans-Montana devant moi. Et le maire m'explique qu'il faut que j'aide la commune, qui veut se développer dans les nouvelles technologies, etc., etc.
Et il me fait le cours du violon, je suis l'homme le plus merveilleux, le plus fabuleux. Je dis, mais je suis rien, moi. Et je sais même pas allumer mon ordinateur. Je travaille avec un iPhone et avec un iPad. Il me dit, oui, mais votre réputation avec vos relations dans le monde, machin et tout ça, aidez-nous. J'ai dit, écoutez, je sais pas, peut-être que je peux vous aider, je sais pas. Alors, si vous voulez, le jour où vous aurez un projet, eh ben, vous m'appelez, je viendrai, et si je peux aider, j'aiderai. Et là, il me fait un geste comme ça, derrière mon dos, faisant voir comme ça. Je me retourne, il n'y avait personne. Et le maire me dit, mais ils sont là. Je dis, mais il n'y a personne. Il me dit, mais ils sont dans la pièce à côté. Et il y avait là toute l'équipe des ingénieurs et Ben Pachek qui attendait de m'être présenté. Nevomo. Nevomo. C'est comme ça que vous avez... C'est incroyable. Oui, c'est incroyable cette histoire. Mais enfin, moi, ce que je trouve fabuleux au-delà de Nevomo, qui est un projet tout à fait innovant et fantastique pour tout le monde, c'est que Jacques Beribi, vous, à 82 ans, vous êtes toujours aussi ouvert aux investissements dans l'entreprise. Et est-ce que c'est pas un conseil qu'on peut donner à finalement les entrepreneurs qui ont fait fortune, qui ont réussi, de continuer à redonner, à réinvestir? Est-ce que c'est pas une bonne manière de... Moi, je le dirais pas comme ça. Non, mais c'est pour ça. Non, mais je le dirais pas comme ça. Allez-y. Je dirais aux gens qui ont réussi, c'est parce qu'ils avaient un cerveau différent des autres. Je dis à ces gens-là que l'élément extraordinaire de ce qu'ils sont ne doit pas être jeté aux orties. Et que la seule manière de conserver cette capacité, cette puissance, c'est de faire en sorte que ce cerveau qui est à mes yeux un muscle continue à œuvrer et surtout de ne pas le laisser se péricliter parce que en ne le laissant pas péricliter, non seulement ils se valorisent eux par rapport à leur environnement, mais ils continuent à contribuer en laissant une trace encore plus grande de leur passage sur cette terre. Et en tout cas, de lire dans les yeux de leurs enfants et de leurs petits-enfants de la fierté, de l'honneur, de la reconnaissance, et de penser que eux, qui ont les mêmes gènes que vous, peuvent être à leur tour les mêmes et reporter le flambeau de votre famille. En tout cas, c'est ce que j'essaye, moi, d'apporter à mes enfants et à mes petits-enfants. Écoutez, bravo pour un magnifique témoignage, Jacques, qui dépasse largement le cadre strictement économique. Écoutez, on pourrait parler des heures avec vous, tellement votre parcours est riche et ne fait que se perpétuer. Merci en tout cas. Je voudrais rajouter une chose. Allez-y, Jacques. Si vous m'autorisez. Je vous en prie. Je pense que les hommes sont ce qu'ils sont et que leur vie commence, se poursuit et finit. Ce qui est éternel, c'est les gens qui nous dirigent. Et les gens qui nous dirigent, pas forcément toujours les mêmes, c'est l'autorité qui est assurée par des individus qui se succèdent les uns après les autres pour assurer l'autorité. Ouais. L'autorité et aussi la contribution dynamique à ce que le pays dont ils ont la responsabilité soit à l'avant-garde des autres, ou au moins pas moins que les autres. Je pense que ce qui fait la richesse, la fierté, l'honneur de chaque pays, c'est comment amener au peuple dont on a la responsabilité, les Français, les Italiens, les Espagnols, chacun pour les autorités en cause. Ils doivent 3 facteurs fondamentaux. Le premier, encourager et aider les gens qui démarrent des activités nouvelles, porteuses de futur. Ils doivent aider, fondamentalement aider les entreprises qui existent pour qu'elles ne périclitent pas
et qu'elles ne disparaissent pas, qu'elles ne s'étiolent pas, Miser sur les... qu'elles ne s'étiolent pas devant l'ambition conquérante de pays comme l'Inde, de pays comme la Chine ou d'autres pays. Nous devons supporter nos entreprises jusqu'à la limite de toutes nos possibilités. Un des moyens fondamentaux de cette aide que nous pouvons apporter, c'est comment faire en sorte que notre peuple soit contributeur au développement économique de notre pays, de nos entreprises, etc. Or, nous avons deux responsabilités. La première, c'est de donner le moyen à notre peuple de bien vivre. Et la deuxième, c'est d'éviter de faire en sorte que les charges liées aux rémunérations soient tellement lourdes qu'elles amènent nos entreprises à outsourcer ou à offshorer. Vous êtes partisan ou à nearshorer, peu importe. Vous êtes partisan du baisse des charges. Et donc, il faut aider à la baisse des charges. TVA sociale. Et il y a, à mon avis, fondamentalement, une chose importante. Deux choses importantes. La première, c'est le fait que nos entreprises sont concurrencées par des productions étrangères. Et en achetant ces productions, on aide ces pays étrangers à développer leur économie et à créer des emplois pour leur peuple. Eh bien nous, quand ces productions venant de l'étranger arrivent chez nous, nous devons les charger de quelque chose. Et moi, je dirais qu'il devrait y avoir à l'entrée de nos importations un impôt social qui ne va pas dans les caisses de l'État, qui va dans une caisse de compensation sociale. Dans le même temps, ça suffit de culpabiliser les gens qui réussissent. Oui. Ça suffit de surcharger, comme en France, ces gens au point de les désespérer et de faire en sorte qu'ils ne contribuent plus à la création de richesses. Ils disent pourquoi je le fais. À propos, Jacques, mais, oui. Sur l'ISF, parce que en Belgique, où vous allez souvent, vous voyez beaucoup de Français qui ont quitté la France pour des raisons fiscales. Oui. Et c'est des gens qui, en quittant la France, c'est une perte de substance considérable pour notre pays. Absolument. Et je suis aussi de ceux qui sont partis. Je suis parti parce que je payais plus d'impôts que je ne gagnais d'argent. Vous vous rendez compte? Et donc après, il fallait que je paye les études de mes enfants, il fallait que je paye les vacances, il fallait que je paye mes habits, il fallait que je paye ma bouffe, il fallait que je paye plein de choses. Et quand vous voyez le retour Ce qui fait que la seule manière de pouvoir faire face, c'est de vendre une partie de mon patrimoine pour pouvoir payer. À un moment donné, je dis ça suffit. Et quand vous voyez le retour des idées funestes de l'ISF, de la surtaxation des hauts revenus, de la suppression de la flat tax, d'une partie de la classe politique extrémiste, qu'est-ce que vous... ils n'ont pas compris les mécanismes de l'économie. Ils n'ont rien compris d'abord, et je peux vous dire, vivant en Belgique, qu'il y a un grand nombre de Français qui sont en train ou d'acheter ou de louer des maisons ou des appartements pour déménager si d'aventure la politique de la France insoumise était mise en œuvre. Ouais, c'est terrifiant. C'est terrifiant. Et les Belges sont ravis de pouvoir les accueillir. On enrichit la Belgique, la Suisse, le Luxembourg, le Liechtenstein. Ils sont ravis de pouvoir... Oh. Mais c'est affolant. C'est se tirer une balle dans le pied. Ok. Voilà. Bon. Pardon. Jacques, non, mais c'est important que vous témoigniez sur Je veux tellement le bonheur de mon pays. Non, mais c'est très important. Vous savez, il y a trop peu de gens qui témoignent et on est heureux de le faire. Jacques, merci, à très vite. Et bravo pour vos investissements et votre dynamisme. Merci beaucoup. À bientôt. À très bientôt. On dirait avec du Phuket où il y a moins de monde parce qu'il est 3 h de l'après-midi. C'est la vedette, hein.